BFM Business, BFM Crypto, les pros. À l'avenir est ce endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et c'est vrai que les blockchains, les cryptos en contiennent sans doute une fraction. Leur dédie donc ce rendez-vous chaque vendredi vers 16h35 sur BFM Business, nos pros des cryptos. Ils viennent de nous rejoindre. Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. Votre chaîne YouTube Asher, vous êtes à la tête de Meria. Claire Balva aussi nous accompagne. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Experte crypto indépendante. Et puis Laurent Pignot depuis Zone Bourse nous accompagne. Bonjour Laurent. On le disait, alors je vous entends dans l'oreillette, je ne sais pas si nos auditeurs vous ont entendu. Laurent, vous êtes avec nous. Donc ce Bitcoin qui passe sous les 20 000 $ avec les difficultés et même la liquidation de Silvergate, les taux des banques centrales aussi qui montent. Le fait d'être passé sous les 20 000 est-il inquiétant? Est-ce qu'au contraire, vous voyez dans le cours actuel du Bitcoin un possible point d'entrée pour les investisseurs? Bref, comment est-ce que vous regardez les mouvements et la rechute des 2 derniers jours, Laurent? Et oui, comme vous le disiez, le Bitcoin repasse sous la barre des 20 000 $ en se retrouvant actuellement autour des 19 930 $. Et il est même allé plus tôt dans la journée flirter avec les 19 500 $ au plus bas. Il revient encore une fois se positionner au niveau du sommet du marché haussier de 2017. Alors nous l'évoquions régulièrement sur ce plateau, Guillaume, la frontière des 21 500 $ était le seuil à ne pas dépasser pour conserver cette belle dynamique à court terme de ce début d'année. Et force est de constater que nous sommes bien en dessous, notamment à cause d'un enchaînement de mauvaises nouvelles, que ce soit l'effondrement de la banque Silvergate et de la tension bancaire en cours aux États-Unis, de la répression réglementaire toujours en cours aux États-Unis à l'encontre des acteurs de l'écosystème qui s'est accentué ces derniers jours, et bien évidemment en toile de fond surtout le contexte macroéconomique qui peine finalement à donner des catalyseurs positifs pour relancer durablement les actifs risqués. Donc voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que tous les voyants ne sont pas ouverts pour le Bitcoin en ce moment. Et dans ce cadre, alors quelles pourraient être les zones clés à surveiller? Eh bien, rappelez-vous, avant la chute de FTX en novembre 2022, la zone de prix comprise entre 18 500 et 19 500 $ était travaillée par les acteurs du marché entre septembre et octobre 2022 et pourrait donc jouer le rôle de support dans les prochains jours. Mais attention, nous ne pouvons plus désormais exclure le scénario d'un retour sur les plus bas annuels autour des 15 500 $ lors de l'effondrement de FTX. Surtout si l'atmosphère globale sur les marchés ne s'améliore pas rapidement. Et dans l'autre sens tout de même, le Bitcoin va devoir récupérer durablement le précédent seuil majeur, les 21 500 $, pour réintégrer sa dynamique haussière de ce début d'année. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas dans cette direction que le Bitcoin se dirige à court terme. On parlait là du Bitcoin, un petit mot aussi sur l'Ether qui recule aussi, bien évidemment, Laurent, 1409 $ en ce moment. Et oui, sans grande surprise, l'Ether ne part pas tout seul dans l'autre sens. Il suit les traces du leader du marché et recule lui aussi au niveau des 1400 $. Et il a franchi une zone clé à conserver qui était les 1500 $. Désormais, le prochain support se retrouve autour des 1300, 1350 $ pour contrer la pression vendeuse. Et là aussi, nous ne pouvons pas l'exclure dans nos plans techniques. Si le Bitcoin décroche, l'Ether pourrait lui aussi revisiter ses plus bas de novembre autour des 1000 $. Et pour renverser cette tendance cette fois, il faudra que l'Ether réintègre les 1500 $ pour repartir en dynamique haussière. Merci Laurent. Laurent Pignot nous accompagne en direct depuis Zone Bourse et Laurent nous le disait, l'un des déclencheurs à la baisse de ce marché des cryptos. Il n'y a pas que ce déclencheur-là, mais c'est quand même Silvergate, la banque qui finançait un certain nombre de projets crypto fondée en 88. Silvergate annonce sa liquidation volontaire. C'est le boom de la semaine, le boom BOUM. On aimerait bien voir un boom B2OM, mais non, là c'est BOUM. Ça fait en effet l'effet d'une déflagration. On avait déjà d'ailleurs abordé Silvergate la semaine dernière, vous nous le disiez l'un et l'autre, Owen et Claire, cette multitude d'acteurs crypto qui avaient choisi de couper leurs liens et donc désormais Silvergate liquidé. Quelles seront les conséquences d'ailleurs pour les clients de cette banque, Owen? Bien justement, pour remettre le contexte, il y a eu de plus en plus de gros acteurs qui travaillaient avec Silvergate qui ont cessé leur activité et qui ont cessé leur collaboration avec la banque. Après ça, très peu de temps après, Silvergate a annoncé couper son réseau de paiement, un réseau de paiement instantané notamment pour les acteurs crypto. Et là, pour le coup, Silvergate a annoncé mettre en auto-liquidation, donc une liquidation volontaire, tout le côté bancaire en fait de Silvergate, puisque Silvergate ne fait pas que ça, bien que ce soit le gros des activités. Et ils ont annoncé à la Security Exchange Commission, c'est-à-dire leur régulateur, que pour le coup, l'intégralité des dépôts clients serait honorée et serait tout simplement repayée, puisqu'ils vont pouvoir honorer le solde qu'ils doivent à tous leurs clients. Ils expliquent également qu'ils vont essayer d'emprunter le chemin le plus efficace possible pour pouvoir traiter les différents conflits qu'il y a actuellement, parce qu'ils ont certains litiges, que ce soit avec le régulateur ou probablement avec certains clients. On n'a pas de détails, mais il y a des claims, et également essayer de valoriser un maximum les résidus d'assets et d'actifs qu'ils ont.
tout simplement. Et quel impact cette liquidation de Silvergate, du coup, a sur les cryptos et le cours des cryptos? Comment est-ce que cet impact, vous le jugez, vous le percevez, vous le vivez, Claire? Tout simplement, quand on regarde les cours, on a vu que le Bitcoin et l'Ether avaient chuté d'à peu près 7%. On en a parlé juste avant. Donc, on voit qu'il y a un impact très clairement, que c'est un mauvais signal pour le marché et donc il y a une pression vendeuse. Maintenant, moi, je me méfie toujours des analyses de cours pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est toujours très difficile de prouver qu'un mouvement de cours est lié à une annonce, même si là, c'est vrai que la coïncidence est forte. Donc, on a tous envie d'arriver à cette conclusion. Mais voilà, il y a aussi pu avoir des mouvements vendeurs pour d'autres raisons que purement la chute de Silvergate. Et puis de manière générale, moi je trouve finalement un pourcentage de hausse ou de baisse sur une journée, ça dit pas grand-chose. En réalité, ce qui compte, c'est les tendances de long terme et pas un mouvement de panique ou à l'inverse un mouvement d'euphorie qui serait haussier sur une journée ou même sur une semaine. Ce qu'il faut vraiment, c'est regarder les tendances sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Effectivement. Puis depuis plusieurs jours, pour le coup, il y a aussi ces resserrements monétaires des banques centrales, le fait que le président de la Fed notamment raffermi le ton là, face au marché, ça a participé aussi à plomber un petit peu à nouveau les cours des cryptos. On voit que 2023 s'annonce donc à nouveau un peu chahuté, après l'année 2022 qui, elle, était carrément horrible pour l'écosystème. On va regarder comment les gens se comportent du coup dans ce contexte chahuté et volatile. Depuis la chute de FTX, on peut clairement voir un premier changement au niveau des échanges entre fiat et crypto. Le volume de conversion d'euros en crypto progresse, alors qu'on aurait pu penser l'inverse. Avec l'hiver crypto, avec les scandales dans l'écosystème, on aurait pu penser que plein de gens convertiraient leurs crypto en euros. Non, c'est l'inverse. De plus en plus de gens convertissent leurs euros en crypto, Claire. Alors, pour être exact, c'est le volume d'échange entre euros et crypto par rapport au volume entre dollars et crypto. Donc, c'est plutôt l'euro qui prend de la place par rapport au dollar dans les investissements ou les ventes d'ailleurs de crypto vers fiat. Alors, il ne faut pas s'emballer non plus. Quand on regarde le volume de l'euro par rapport au dollar, on passe de 9 à 16%, donc ce n'est pas non plus mirobolant. On reste dans une très grande majorité liée au dollar. Mais c'est quand même intéressant de voir ça parce que ce que ça laisse entendre, c'est que les investisseurs institutionnels commencent à se méfier. En fait, le dollar, c'est principalement utilisé par des fonds d'investissement, par des grandes entreprises qui vont se servir du dollar pour aller vers la crypto et qui vont s'en servir d'ailleurs pour convertir leur crypto en fiat après. Et donc là, on se rend compte qu'il y a une forme de méfiance de ces investisseurs qui arrêtent le trading. Tout simplement. Et donc forcément, ça laisse la part belle, d'une part à l'euro qui est utilisé potentiellement un peu plus en proportion par du retail. Et puis ça laisse aussi la part belle aux stablecoins. Vous n'en parliez pas, mais on voit aussi une croissance de certains stablecoins dans ce qu'on appelle le on-ramp vers la crypto, donc cette possibilité d'acheter de la crypto, et notamment l'USDC et l'USDT qui progressent. Et donc voilà, on voit tout simplement que le dollar est moins utilisé. Je ne suis pas sûre que ce soit un signal très positif pour l'industrie crypto en général. En revanche, c'est un signal assez positif pour l'euro, pour le coup, et pour l'Europe, parce que ça montre quand même que l'Europe peut-être reprend un peu de terrain aux États-Unis sur ces sujets. On pourrait résumer les choses en disant que quand le chat n'est pas là, les souris dansent en quelque sorte, et en l'occurrence là c'est l'euro qui profite un peu de cette situation-là. Et alors on va continuer de comparer du coup. Est-ce que dans cet écosystème crypto où les projets pullulent, est-ce que la plupart des projets continuent de se construire aux États-Unis, ou est-ce que les choses sur ce point aussi sont en train d'évoluer, Owen? Alors, il y a eu une étude de Block Research qui donne des chiffres relativement intéressants. Aujourd'hui, sur 5000 projets crypto, 1800 viennent des États-Unis d'Amérique. Donc 36% sont aux US, ce qui explique pourquoi quand il y a de mauvaises nouvelles qui viennent des États-Unis ou quand il y a des décisions, voire des interprétations juridiques aux États-Unis, ça affecte autant le marché de la crypto-monnaie puisque c'est représentatif de du coup un peu plus d'un tiers de l'intégralité de ces projets. De la même façon, on apprend également que les projets liés aux NFT, sur 1280 projets, sont les projets qui sont le plus diversifiés d'un point de vue géographique. 72 pays pour 1280 projets. Globalement, quand on dézoome, plus de 91% des projets en général, donc projets crypto et pas forcément que des projets NFT, viennent soit de l'Europe, de l'Amérique du Nord ou de l'Asie. Et c'est Singapour qui a eu la plus grosse croissance de projets, puisqu'en un an, on est passé à plus 175% de nouveaux projets en 2021, alors que les États-Unis, représentant un tiers de tout cet écosystème, étaient à plus 100% sur la période. Comme quoi, certains pays, de par une clarté de la régulation, ou au contraire, une attraction des investisseurs, et également le côté très l'intérêt global de la communauté, mais très souvent, ce sont non pas un no man's land, mais une interprétation juridique qui donne une certaine clarté, une certaine
certitude, il faut savoir à quelle sauce on va être mangé. Et le fait d'avoir une loi, le fait d'avoir de la visibilité et le fait d'avoir des partenaires qui ne sont pas fermés à la crypto-monnaie, ça permet à certains projets de choisir l'endroit où ils vont s'installer. C'est le cas de nombreux projets, notamment sur la Binance Smart Chain, qui s'installent tous à Singapour. Et puis il faudrait regarder aussi, comparer en fait l'intérêt des pays pour cet écosystème crypto en regardant le nombre de projets par habitant. Parce qu'il y a plein d'habitants aux États-Unis, donc voir plein de projets aux États-Unis, c'est normal, c'est un grand pays. Puis Singapour, là, faudrait regarder par habitant aussi. Ou en proportion du PIB. Ou en proportion du PIB, exactement. Ouais. Oui, puis c'est très souvent un moyen pour se localiser et pour s'installer, parce que le cadre est propice, sans pour autant se dire on va forcément avoir une équipe là-bas, sachant que dans les projets décentralisés, il y a très souvent une partie de l'équipe dans 5, 10, 15 pays qui vont échanger sur des réseaux. Plus c'est blockchain, plus c'est décentralisé, plus il peut y avoir des offices un peu partout dans le monde. Alors les cryptos, c'est de la tech, et de la tech tonique, vraiment très très tonique. La preuve, l'Ethereum, la blockchain Ethereum continue d'avancer, d'évoluer et annonce une nouvelle mise à jour. Elle doit rendre cette mise à jour la création de portefeuilles plus accessibles. C'est l'Account Abstraction. Pourriez-vous nous en dire plus, Claire? Qu'est-ce que c'est l'Account Abstraction et est-ce que c'est vraiment nouveau? Oui, alors si on se traduit, donc c'est abstraction de compte. Alors pour ça, il faut faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un portefeuille et les différents types de portefeuilles crypto qu'il existe. Alors on en a déjà parlé sur ce plateau, mais vous savez qu'il y a des portefeuilles custodial, c'est-à-dire que vous confiez votre argent, par exemple, à une plateforme qui le détient pour vous. Il y a des portefeuilles non custodial, donc c'est le cas d'un Ledger par exemple ou d'un MetaMask pour ceux qui utilisent ce type de portefeuille. Et vous savez que sur ces portefeuilles-là, si vous avez fait l'exercice, il y a souvent une phrase à écrire, une série de mots, de 12 ou 24 mots, que vous devez garder en sécurité, qui est votre phrase qui vous permet de récupérer vos fonds si jamais vous oubliez votre code à 4 chiffres ou votre mot de passe pour votre portefeuille. C'est un peu l'équivalent du code PUC, vous savez, sur votre téléphone, si vous perdez votre code PIN. C'est un peu ça. Et donc, ces 12 mots, forcément, c'est une grosse barrière à l'entrée pour les utilisateurs crypto. Parce que quand vous démarrez un portefeuille et qu'on vous demande d'écrire une phrase de 12 ou 24 mots, vous vous dites quand même qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis ça augmente aussi le risque de perte des fonds, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas soin de cette phrase, qui la mettent dans un coin, qui la mettent dans leur mail, qui se font hacker leur adresse mail. Enfin bref, il y a plein de problèmes sur ce type d'outils. Et donc émerge ce qu'on appelle des smart contract wallets, où vous parliez d'account abstraction. Ce sont des portefeuilles qui reprennent un peu les fonctionnalités des smart contracts et pour lesquels il n'y a pas besoin de cette fameuse phrase de 12 ou 24 mots. Et donc, ce sont des portefeuilles beaucoup plus intuitifs. Alors, ça existe déjà d'une certaine manière. Je pense notamment aux outils Argent et Gnosis, pour ceux qui connaissent, qui sont des portefeuilles sur Ethereum, pour lesquels vous n'avez pas besoin de cette fameuse phrase de 12 ou 24 mots. Mais ce sont des portefeuilles qui fonctionnent encore avec certaines technologies centralisées. Et là, ce qui va être apporté sur Ethereum, c'est justement la possibilité d'avoir ce type de portefeuille à beaucoup plus grande échelle, de manière beaucoup plus décentralisée. Et donc, on peut s'attendre dans les mois qui viennent à pas mal d'annonces, je pense, de fournisseurs de portefeuilles qui vont être tentés de lancer des outils en implémentant cette mise à jour avec le RC 4337. Effectivement, la mise à jour d'Ethereum. Alors je pensais moi que les NFT c'était surtout et peut-être quasi exclusivement sur Ethereum, mais il se trouve que non. On a eu un lancement sur la blockchain Bitcoin. Alors moi je séparais bien les deux. Je me disais Bitcoin, c'est spirituel, philosophique, tout ce qu'on veut, peut-être une future monnaie ou une monnaie d'ores et déjà à vos yeux. Et puis l'Ethereum, c'est pour beaucoup plus de cas d'usage, etc. Parmi lesquels les NFT. Non, on peut aussi lancer des NFT sur la blockchain Bitcoin. Et on l'a vu cette semaine, Owen. Alors, on en avait parlé rapidement il y a quelques semaines parce que ça faisait polémique. Le fait que ce soit possible sur Bitcoin, ça en gênait certains, mais d'autres se disaient qu'on n'est pas censé aimer ou ne pas aimer à partir du moment où c'est libre et incensurable. Tout le monde doit faire ce qu'il veut. Bref, c'était le gros débat. Mais là, il y a quelque chose d'un petit peu plus profond. Déjà, c'est pas n'importe qui lance une collection d'NFT, c'est Yuga Labs. Yuga Labs qui sont propriétaires des plus grosses collections d'NFT au monde, notamment les Bored Apes, ces fameux singes qui s'ennuient et qui se vendent à 76 Ethers unités à l'heure où je vous parle. On leur doit les Bored Apes. C'est ça. C'est de leur faute tout ça. Il y a également les CryptoPunks qui sont parmi l'une des premières grosses gammes NFT connues. Pas vraiment surprenant qu'à partir du moment où on peut lancer des NFT sur la blockchain Bitcoin, ils viennent proposer des NFT. On parle quand même en l'occurrence de 735 Bitcoins de collecte. 16,5 millions de dollars. Mais c'est pas non plus choquant ce genre de chiffre pour la plus grosse collection vu la crédibilité qu'a Yuga Labs vis-à-vis de sa communauté. Le truc qui est choquant, c'est la méthodologie pour collecter ces fonds. Yuga Labs a en gros, pour faire très simple, dit, parce qu'il n'a pas les mêmes outils sur Bitcoin que sur Ether, envoyez-moi vos Bitcoins, si vous gagnez l'enchère, on vous renverra le NFT. En gros, ce qui ressemble quand même très fortement à un discours
d'arnaque et on essaye d'éduquer la communauté, tout le monde essaye d'éduquer la communauté à ne pas tomber dans ce genre de piège finalement. Ça ressemble aux pubs, vous m'envoyez 100 €, je vous renvoie 200, vous savez que c'est une arnaque, mais envoyez-moi un bitcoin, je vous en renverrai 2. Oh, c'est possible puisqu'on est sur bitcoin. Du coup c'est très dangereux et ça envoie un très mauvais message qu'un groupe avec autant de crédibilité fasse la même chose que de nombreuses arnaques, et il se pourrait qu'à l'avenir on ait des arnaques du genre promettant si vous m'envoyez de l'argent je vous enverrai un NFT, et je pense qu'on va en voir fleurir de partout après ce qui vient de se passer. Ouais, donc c'est un appel à la responsabilité du Yuga Labs là, que vous êtes en train de lancer. Très clairement, sur la méthodologie, la façon qu'ils ont eu de récupérer les fonds, c'est gravissime et ça va, je pense, donner des idées aux mauvaises personnes. Owen, vous êtes influenceur. Oui. Le plus gros influenceur francophone. Alors influenceur, vulgarisateur, youtubeur, à vous de choisir le terme, mais on me considère souvent comme ça, oui. Combien d'abonnés ? 620 000 abonnés. J'ai une mauvaise nouvelle. Une nouvelle réglementation visant à réguler les influenceurs et les médias est en train d'émerger. Alors je vous demanderai dans un instant comment vous le vivez. Mais d'abord, quelles seront les restrictions et comment vous, les influenceurs, devrez-vous vous y conformer ? Alors déjà, la restriction, comme elle est écrite dans la proposition de loi, d'accord, ça interdit tout simplement la promotion de services liés aux cryptoactifs ou de cryptoactifs ayant une certaine volatilité et donc comprenant un certain risque. En gros, à peu près tout. Simplement. La loi, c'est ce qu'elle prévoit. Elle attaque évidemment différents domaines, différents sujets. Elle propose des choses très intéressantes en fonction du segment. Mais en termes de produits financiers et surtout de cryptoactifs, il s'agit d'une interdiction pure et simple pour tous les influenceurs de promouvoir ce genre de service. Sachant que le terme influenceur, on ratisse large, Guillaume. Influenceur, c'est à peu près tout. Un compte Twitter, suivi par des centaines de milliers de personnes, une chaîne YouTube d'un vulgarisateur ou que de quelqu'un qui est très tech ou de quelqu'un qui est beaucoup plus financier, d'un média très spécialisé qui parle de crypto-monnaie, peut-être même de ce plateau télé finalement qui à un moment ou à un autre pourrait faire la promotion d'un de ses partenaires. Tout simplement, le terme influenceur est très large et ce serait dans le but d'interdire purement et simplement la communication à partir du moment où elle peut concerner des actifs risqués. Bon, on prodigue aucun conseil ici, hein, quand même, on le dit. On peut être sponsorisé, mais on ne prodigue jamais aucun conseil lié aux sponsors. Et on évite d'ailleurs d'inviter nos sponsors. Et c'est le cas de la plupart des influenceurs d'ailleurs, car même quand il y a un sponsor, il y a une différence entre une sponsor et un conseil en investissement. Mais là, vous dites que vous êtes inquiet, que cette future possible réglementation vous inquiète. Bah oui, vous êtes jugé parti, vous êtes concerné, mais on peut comprendre que le régulateur veuille protéger les consommateurs. Mais c'est le problème. Déjà, on ne les protège pas et je pense même qu'on va amplifier. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, il faut être capable de le dire, je suis influenceur, c'est l'audience la plus large dans le monde francophone qui s'intéresse aux crypto-monnaies et j'ai également une agence d'influence qui travaille avec des influenceurs et des médias pour réaliser ce genre de campagne. Mais nos clients, un tiers de nos clients sont des grosses boîtes françaises ou des boîtes du CAC 40. On met en avant des projets français. On essaie d'avoir une influence qui est responsable, qui est claire, exacte et non trompeuse, qui explique les risques auxquels courent les potentiels investisseurs, qui précise justement que ce n'est pas un conseil en investissement et on essaye de se focus la plupart du temps sur la tech et on essaye d'avoir des briefs qui sont responsables. On précise le lien, qu'il soit capitalistique, qu'il soit... Enfin, en fait, on va lever le voile sur tous les potentiels conflits d'intérêts avec le dit projet qu'on va présenter. Le gros problème de cette loi-là, c'est qu'elle ne fait strictement aucune différence entre l'influenceur qui a une connotation négative et qui est probablement torse nu sur une plage à l'autre bout de la planète et qui vous recommande d'acheter une crypto-monnaie A ou B, et l'influence responsable, la promotion claire et non trompeuse que l'on peut faire quand on est en France et quand on peut être saisi par la justice. Et d'ailleurs, cette loi va sanctionner uniquement ceux qui considéraient la loi hier, c'est-à-dire ceux qui sont en France et ceux qui faisaient déjà attention à leurs actes parce qu'il pouvait y avoir des répercussions. Oui. Au contraire, les Français vont continuer à s'informer, ils ne vont juste plus trouver de contenu français et ils iront trouver le contenu francophone ailleurs. C'est ça, ils suivront les influenceurs encore basés à Dubaï par exemple ou d'autres, enfin partout dans le monde, peu importe, et qui pourront enjamber telle ou telle réglementation. Donc on parle beaucoup de finances responsables, vous dites pourquoi pas créer une législation, une réglementation de l'influence. Il faut encadrer l'influence, bien sûr, mais là on est sur un « Ah, ça peut être dangereux, oui, interdisons-le ». Okay. Claire, est-ce que vous n'êtes pas un peu influenceuse vous aussi Où commence l'influence en fait Alors, je pense que c'est pas pareil déjà d'avoir de l'influence et d'être influenceur. Je veux dire, vous aussi, Guillaume, vous avez de l'influence, vous ne considérez pas influenceur. Donc, on peut avoir une petite audience sur un réseau social ou sur plusieurs réseaux sociaux. Peut-être que j'ai une petite influence parce que je suis sur ce plateau, parce que j'ai un compte Twitter, mais moi, mon métier, c'est de faire du conseil. Donc, mes clients, c'est des grandes entreprises françaises qui me payent pour de l'expertise et pas pour parler de leurs produits à une audience.
Et donc voilà, en fait, je pense que le vrai critère, c'est celui de la rémunération qu'on touche de certains produits ou services qui nous rémunèrent pour parler d'eux à une audience. Donc moi, c'est pas du tout comme ça que je me rémunère. Donc je pense que le sujet ne se pose pas en ce qui me concerne. Mais forcément, je comprends que ça soit un sujet très complexe. On a vu un certain nombre d'arnaques à côté des influenceurs qui essayent de faire bien leur boulot. Donc voilà, comme tout sujet réglementaire, ça va déclencher pas mal de négociations. Difficile d'être manichéen en réalité. Enfin, il est tellement facile d'être manichéen sur des sujets en vérité très complexes. Tiens, on va parler de Coinbase. Coinbase serait-il le cheval de Troie des autorités américaines au sein de l'écosystème? C'est ce que se dit en tout cas l'industrie crypto, puisque cette semaine, on a vu un rapprochement entre Coinbase et le gouvernement américain sur un certain nombre d'annonces. Claire, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail? Oui, alors il faut rappeler que Coinbase, c'est quand même une boîte qui joue beaucoup le jeu de la régulation depuis longtemps, qui est en lien étroit avec les régulateurs. Le patron de Coinbase, Brian Armstrong, assume que Coinbase est une entité centralisée, que les entités centralisées doivent être régulées. Mais le sujet commence à devenir plus complexe parce que Coinbase a aussi envie de jouer le jeu de la décentralisation et de se positionner sur vraiment l'écosystème Web3. Et donc, ils ont annoncé il y a quelque temps le lancement d'un Layer 2. Vous savez, c'est surcouche sur Ethereum. On en a déjà parlé sur ce plateau. Et là, cette surcouche sur Ethereum, elle serait relativement centralisée et en lien avec Coinbase au début, mais elle a vocation à devenir de plus en plus décentralisée. Donc c'est une nouvelle qui avait été accueillie très positivement par les acteurs crypto. Mais là, le patron de Coinbase s'est retrouvé dans une interview face à une question assez difficile. On lui a demandé comment il comptait gérer la lutte contre le blanchiment d'argent sur cette fameuse surcouche. Puisque vous savez, Coinbase gère la lutte contre le blanchiment avec sa plateforme en faisant du KYC, donc en prenant votre identité quand vous achetez des cryptos. Mais là, sur cette surcouche, finalement, il va y avoir des gens qui arriveront avec peut-être de l'Ether et puis qui pourront faire des transactions. Et quand on est vraiment dans le milieu décentralisé, il n'y a pas de KYC. Je veux dire, quand vous avez un portefeuille non custodial, vous ne donnez pas votre identité. Et du coup, Brian Armstrong s'est trouvé bien embêté et il n'a pas répondu très clairement à cette question. Alors, le régulateur sera peut-être inquiet de ne pas le voir répondre très clairement à cette question. En même temps, techniquement, ça va être très difficile de faire un KYC aussi rigoureux que sur les protocoles blockchain en Layer 1. Mais forcément, les acteurs crypto commencent à se dire, mais est-ce que vraiment ça va être décentralisé? Est-ce que Coinbase ne va pas nous imposer une sorte de KYC pour accéder à son Layer 2? Bon, tout ça est assez complexe, mais je pense que Coinbase ne renoncera pas à ses liens avec le gouvernement américain. D'ailleurs, on a vu cette semaine que le gouvernement américain avait déposé 10 000 bitcoins sur un wallet Coinbase, peut-être pour les vendre. Donc on sent que c'est quand même une plateforme à laquelle le gouvernement fait confiance, en tout cas fait confiance pour y placer ses propres cryptos. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Claire Balva, experte crypto indépendante. Owen Simonin, sa chaîne YouTube, votre chaîne YouTube Asher. Plus de 600 000, combien vous nous disiez-vous? 620 000 abonnés. Et vous êtes aussi à la tête de Meria, enregistré Psan. Meria. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Laurent Pignot aussi nous accompagnait pour Zone Bourse. Dans un instant, on va se reconnecter justement à la bourse et à la séance du jour. Elle est compliquée cette séance. Le CAC 40 perd 1,6%. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite.